J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Heidi Sevestre. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Et je suis tellement heureuse de vous retrouver ce matin. J'espère que vous êtes bien réveillés, parce que là, ça dépote dès le début de la matinée. Je vous emmène dans mon monde, qui est vraiment le monde merveilleux, le monde extraordinaire des glaces. Et je vais essayer, alors dans les 38 minutes, je vois que j'ai devant moi, de vous reconnecter avec cet écosystème-là. Je vais vous parler vraiment d'histoire de vie, d'histoire de glace. Et j'espère ce matin amener un petit peu plus de glace ici sur Paris. Alors ces glaces, c'est une histoire d'homme, une histoire de femme, mais c'est aussi mon histoire. Et mon histoire, elle a commencé dans un endroit assez merveilleux, dans ce petit village de Haute-Savoie. Je suis née pas très loin des glaciers, pas très loin de Chamonix et du beau Mont Blanc. Et écoutez, quand on grandit dans un paysage comme ça, on ne peut que tomber amoureuse de la nature. Quand j'étais petite, je faisais l'école buissonnière assez régulièrement. Et tout ce que je voulais, c'est aller voir les animaux, aller voir la forêt, aller voir les montagnes et essayer de comprendre comment cet écosystème-là fonctionne. Et petit à petit, pour m'occuper, mes parents m'ont fait faire beaucoup de montagnes. Alors, je vous montre des photos de moi quand j'étais petite. Vous pouvez vous moquer de mes coupes de cheveux et de mes bobs. Mais quand j'étais petite, finalement, je me suis retrouvée télétransportée dans ces montagnes. Et je suis tombée amoureuse de ces sommets blancs, de ces neiges éternelles. Et j'ai eu un déclic quand j'ai eu 17 ans. Et j'ai rencontré un guide de haute montagne. Et je lui ai posé plein de questions. Je lui ai dit, mais comment je vais pouvoir trouver un métier en contact avec la nature, en contact avec cette altitude? Et il m'a dit, écoute Heidi, en fait, il y a des gens, on les paye pour étudier des glaciers, on appelle ça des glaciologues. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas ça? Et pour moi, ça a été un véritable déclic. Ce guide de haute montagne m'a ouvert une porte que je ne connaissais pas. Et grâce à lui, j'ai pu commencer à mettre les pieds dans les glaciers. Alors, le tout premier glacier que j'ai étudié, voilà à quoi il ressemblait. Alors, contrairement à ce que mes étudiants pensent, je ne l'ai pas étudié en 1891. Ils font trop plaisir quand ils disent ça. Mais je vous montre une photo ancienne de ce glacier, parce qu'il était trop beau, quoi. En 1891, c'était un glacier qui était majestueux. Si vous avez fait le tour du Mont Blanc, vous l'avez croisé, ce glacier, il est juste à la frontière franco-suisse. Il s'appelle le glacier du Trien. Alors un glacier, ce n'est pas très compliqué, c'est juste de la neige qui s'est accumulée sur des décennies, sur des siècles, qui petit à petit s'est compactée et s'est transformée en glace. Et à l'époque, ce glacier-là, ça va peut-être vous faire rire, ce glacier-là, on allait le miner, le glacier du Trien. Parce que pour conserver la nourriture dans les villes, on allait découper des vrais blocs de glace dans les glaciers. Et ces pains de glace, on les envoyait de Paris à Marseille, au travers de la Suisse, pour dans les grandes villes, stocker, préserver la nourriture. Alors moi, je ne l'ai pas étudié évidemment donc en 1891, vous l'avez bien compris, ce petit glacier. Je l'ai étudié en 2010. Et là, ce que vous voyez, ce sont deux photos qui sont prises en fait exactement au même endroit. Ce glacier du Trien, vous voyez qu'entre les deux photos, il s'est passé quoi? Il s'est passé le changement climatique. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute sur le fait que plus on brûle d'énergie fossile, plus ces glaciers disparaissent. Ces glaciers, on dit souvent qu'ils rendent l'invisible visible. On ne voit pas le CO2, le méthane qui augmente dans l'atmosphère à l'œil nu, on le mesure. Mais quand on voit des glaciers qui se rétrécissent, qui se raccourcissent, on comprend tous qu'il est en train de se passer quelque chose. Donc aujourd'hui, ces glaciers, il faut bien comprendre que même s'ils sont peut-être loin de nous ce matin à Paris, on en a encore énormément besoin. Pourquoi ? Parce que ces glaciers, ça reste parmi les meilleurs châteaux d'eau que l'on a sur Terre. En France, on utilise encore l'eau de fonte des glaciers, principalement pendant l'été. C'est vraiment une source d'eau saisonnière. On va l'utiliser, c'est de l'eau douce, déjà pour boire, pour irriguer des cultures. Cette eau, on va l'utiliser aussi pour maintenir le débit des fleuves pendant l'été. Il faut savoir qu'en Europe, les fleuves sont très maintenus, sont très gérés. Cette eau, on va la turbiner pour produire de l'hydroélectricité et cette eau, en partie, elle nous aide aussi à refroidir certaines de nos centrales nucléaires pour faire écho avec la petite introduction très punchy qu'on a eue ce matin. Aujourd'hui, si on dézoome un peu, si on s'éloigne un petit peu de nos belles Alpes européennes, on se rend compte que c'est finalement 2 milliards de personnes sur Terre qui utilisent l'eau des glaciers aujourd'hui à au moins une période de l'année. Et évidemment,
quand on se déplace sur Terre dans cette région magnifique qui est l'Himalaya, et bien dans cette région, et elle seule, c'est 1,3 milliard de personnes qui utilisent l'eau des glaciers, au moins pendant une partie de l'année. Donc vous vous rendez compte à quel point ces glaciers aujourd'hui, on en a encore énormément besoin. Et qu'est-ce qui va se passer pour ces 2 milliards de personnes quand les glaciers, si les glaciers disparaissent? Quelles ressources en eau ces personnes pourront utiliser? Alors l'Himalaya, je vous y emmène, parce que j'ai eu la chance de partir dans l'Himalaya quand je faisais mes études en glaciologie. Alors je venais tout juste de terminer mon master de glaciologie que j'avais fait au Pays de Galles. Et là, on me propose une opportunité extraordinaire de partir voir les montagnes les plus hautes au monde et d'aller voir ces glaciers extraordinaires que l'on trouve au Népal. Alors je suis partie avec une toute petite équipe. Et dans l'Himalaya, on s'est rendu dans des paysages comme ça, quoi. Dans l'Himalaya, tout est immense, tout est gigantesque. Et en fait, notre sujet d'étude, c'était précisément ces paysages comme celui-là. Ce que vous voyez ici, c'est assez fascinant. En fait, vous observez là un paysage qui a été façonné, qui a été sculpté par les glaciers. Un glacier, ce n'est pas juste posé sur une montagne. Un glacier, c'est toujours actif, c'est toujours en train de bouger. C'est une sorte de grand tapis roulant, en fait, un glacier. Il est toujours en mouvement. Il va s'écouler sous son propre poids. Et comme un tapis roulant, lorsqu'il va passer sur les montagnes, eh bien, il va les raboter, il va les éroder. Et petit à petit, les glaciers ils sont capables de creuser ce que vous voyez ici, une sorte de bassine naturelle. Et tout autour de ce tapis roulant, le glacier il va déposer des tas de pierres. Là, vous en voyez un absolument gigantesque de tas de pierres qu'on appelle une moraine. Et ce qui se passe dans l'Himalaya, mais on l'observe aussi chez nous, dans les Alpes, dans les Pyrénées, c'est que lorsque les glaciers commencent à se retirer à cause du changement climatique et fondre, et ben ces bassines que les glaciers ont créées vont se remplir d'eau et cette eau, elle va se retrouver bloquée derrière ces tas de pierres qui sont gigantesques. Là, on ne dirait pas, mais ce tas de pierres, il fait 200 mètres de haut. Dans l'Himalaya, tout est absolument gigantesque. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a des configurations comme ça par milliers dans l'Himalaya. Et ce qui se passe, c'est que ces tas de pierres-là, eh ben, ce sont des barrages naturels particulièrement fragiles. Ce site-là qu'on est allé étudier, qui s'appelle Dikcho, c'est un site en fait d'une catastrophe naturelle absolument cataclysmique. Ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années, c'est que le glacier petit à petit s'est retiré. Alors on le voit encore un tout petit peu là-bas, le glacier. En fondant, le lac s'est formé, le lac s'est rempli. Et au bout d'un moment, cette moraine ne pouvait plus retenir cette eau. Le barrage s'est rompu. Et un véritable tsunami en pleine montagne a ravagé toute la vallée sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Pour moi, ce sujet d'étude, ça a été vraiment une révélation. Parce que c'était vraiment un des moments dans mes jeunes études en glaciologie où j'ai compris que finalement, étudier les glaciers, ce n'était pas juste étudier des trucs tout gelés, très loin des hommes et des femmes. Au contraire, en fait, dans l'Himalaya, étudier les glaciers, c'est permettre de protéger et d'avertir les populations. Parce que sur ce petit site-là de Dikcho, on a rencontré quelqu'un d'absolument extraordinaire. On a rencontré ce petit papy qu'on a appelé Papy Yak. Papy Yak, il était sur une toute petite colline au milieu de cette vallée de Dikcho. Et autour de lui, il avait des yaks. Alors, il avait plein de bébés yaks qui n'arrêtaient pas de courir autour de nos tentes pendant la nuit, qui nous embêtaient pas mal. Et donc, Papy Yak, ça faisait super longtemps qu'il était dans cette vallée. Donc, on lui a demandé, mais est-ce que vous vous souvenez du moment où le tsunami a eu lieu? Et alors là, je vais vous partager une anecdote qui était bien drôle. Parce qu'il nous a dit, ah ouais, je m'en souviens du tsunami, il n'y a pas de souci. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais été invitée pour un mariage dans une des vallées voisines. Donc, il a marché pendant 2-3 jours pour aller au mariage. Bon, il a fêté comme un montagnard, le mariage. Il a pris bien du bon temps. Et ensuite, 2-3 jours plus tard, il est rentré chez lui, mais il était encore tellement éméché. Il est rentré dans sa petite cabane, il s'est écroulé sur son lit et il s'est endormi. Et ensuite, le lendemain matin, avec une petite gueule de bois à 4000 mètres d'altitude, ça devait faire bien plaisir, il se réveille, il sort de sa cabane et puis il se dit, mais en fait, où je suis là? En fait, il ne reconnaît plus du tout le paysage autour de lui. Tout ce qu'il regarde, c'est une dévastation absolue. Alors, il se retourne, il regarde sa cabane et il reconnaît ses outils, il reconnaît son lit. Et donc, en fait, il réalise que le lac qu'il allait voir de temps en temps à quelques kilomètres plus en amont s'était effondré et que finalement, toute sa vallée avait été ravagée et avait embarqué avec ça une bonne partie de ses yaks. Donc, étudier les glaciers, c'est aussi ça. C'est aussi nous permettre d'éviter des choses comme ça.
Un tsunami en pleine montagne, voilà à quoi ça ressemble. Ça peut être absolument catastrophique. Évidemment, dans ces vallées de l'Himalaya, ce sont des vallées habitées. Et aujourd'hui, on a des millions de personnes qui sont à quelques kilomètres seulement de ces lacs de très haute altitude. Donc aujourd'hui, on n'étudie pas les glaciers juste pour étudier les glaciers, quoi. On l'étudie finalement pour les vies humaines, pour la culture, pour les traditions, pour les racines qu'il y a derrière tout ça. Alors l'Himalaya, c'est une région extraordinaire, mais assez rapidement, j'ai été très titillée par les régions polaires. J'ai eu la chance de pouvoir m'envoler tout au nord de la planète et de passer pas mal de temps dans l'Arctique, à l'Arctique. L'Arctique, je crois que c'est une région où j'y ai tout mon cœur. Alors c'est une région qui nous paraît loin de nous, mais finalement, tout ce qui se passe là-haut nous influence, nous, au quotidien. Cette région, aux grandes dames de mes parents, j'ai décidé d'y passer une bonne partie de ma vie. Je suis partie sur ce petit archipel qui s'appelle le Svalbard, ou le Spitsberg plutôt en français. Et là, j'ai eu la chance, pendant mon semestre Erasmus, de pouvoir y passer 6 mois à étudier les glaciers. Comme quoi, Erasmus, ça peut être sympa. Donc, ce n'était pas tant l'auberge espagnole, c'était plutôt l'auberge du pôle Nord. Et le Svalbard, le Spitsberg, je vous emmène voyager dans cette région extraordinaire parce que c'est d'une beauté à pleurer. On y trouve le village le plus au nord du monde, ce petit village qui s'appelle Longyearbyen. J'y passe une moitié de l'année. Alors, ce qui se passe à Longyearbyen, c'est que de novembre jusqu'à mi-février, il fait nuit 24 heures sur 24. Et ensuite, de mi-avril jusqu'à la fin août, il fait jour 24 heures sur 24. Donc, c'est déjà un endroit assez extraordinaire. Ici, on est à 1000 km du pôle Nord, à peu près. Imaginez la distance Paris-Marseille, c'est pas mal. Et on a une université, toute petite université ici, l'université la plus au nord de la planète, qui nous permet de mieux comprendre comment cet écosystème, qui est vraiment dominé par les glaces, est en train de réagir au changement climatique. En fait, là-haut, au Svalbard, on est un peu dans le monde de Narnia des glaciologues, ça je vous l'assure, parce que voilà à quoi ça ressemble, quoi. Là, c'est une photo que j'ai prise il y a à peu près un mois, un tout petit peu plus d'un mois, et on a eu un hiver assez extraordinaire. On a eu énormément de banquise. Ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas eu un hiver aussi froid. Donc ça revient de temps en temps. On peut encore espérer d'avoir des vrais hivers là-haut. Mais là, ce que vous voyez, voilà, c'est un glacier. J'ai passé pas mal de temps dessus ce printemps. Et là, vous voyez quelque chose qui est très, très important qu'on appelle la banquise. La banquise, c'est pas compliqué. C'est juste l'océan qui gèle. Il fait tellement froid toute l'année. La surface de l'océan reste gelée. Et on a aussi des locaux, des autochtones assez particuliers dans l'Arctique. Là, vous reconnaissez? C'est quoi ça? Ah ouais, j'ai entendu des bonnes réponses. Un petit morse. Alors ça, c'est un papa morse, on m'a dit, avec des jumeaux, ce qui est assez rare. On a aussi, bien évidemment, au Svalbard, les vrais autochtones, ce sont surtout eux. On a plus d'ours polaires que d'habitants là-haut. Donc on est là-bas chez eux. Ça, c'est très important de ne jamais l'oublier. On est dans leur cuisine, on est dans leur salle à manger. C'est à nous de ne pas les embêter. Mais je vous avoue que c'est beaucoup plus sympa en photo qu'en vrai. Quand tu emmènes une trentaine d'étudiants sur le terrain et que tu sais qu'il y a des ours tout autour, ça calme pas mal. Ça rend la vie assez épicée. Alors pourquoi je vous parle du Svalbard ce matin, quoi? Pas juste pour le kiff de regarder des belles photos, mais parce qu'aujourd'hui, cet endroit-là, c'est devenu l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur Terre. Vous savez de combien les températures ont augmenté à peu près sur Terre depuis le début de l'ère pré-industrielle? Vous aurez tout un talk là-dessus juste après moi. Mais en gros, voilà, les températures ont augmenté d'environ 1,2-1,3 degrés, quoique depuis quelques mois, on aurait dépassé ça. Au Svalbard, donc dans ce monde de Narnia, dans ce royaume des glaces, juste depuis les années 1980, en hiver, les températures ont augmenté de 8 degrés. OK? 8 degrés, quoi. Donc forcément, tout notre paysage est en train de changer. Nous, au Svalbard, déjà, le sol est gelé en permanence. On appelle ça du permafrost. Forcément, quand le permafrost se réchauffe, il dégèle. Et chez nous, ça se retranscrit dans des glissements de terrain absolument fous. Bon, alors, on a 40 km de route, vous me direz. Ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Mais finalement, si, ça crée des événements qui, pour nous, notre petite communauté, peuvent être vraiment cataclysmiques. On a aussi un énorme bouleversement au niveau des précipitations. Vous savez, Emma Aziza, je suis sûre, vous l'a rappelé l'année dernière, que lorsque les températures augmentent, les masses d'air peuvent porter plus d'humidité. Vous le savez ça. Et au Svalbard, à la base, c'est un désert froid arctique. Puisque les températures augmentent aussi rapidement, ces masses d'air peuvent être beaucoup plus humides. Et donc parfois,
on a des précipitations, mais comme la mousson quoi, en plein hiver. Quand il est censé faire moins 20, moins 30, moi, mon premier hiver au Svalbard, il a plu tout l'hiver, quoi. C'est absolument horrible. Mais ce qu'on remarque aussi, et c'est l'image qui est en bas à droite, c'est qu'on n'a jamais eu autant de chutes de neige. Et vous me direz, c'est peut-être super sympa pour les glaciers, peut-être qu'ils sont contents. Mais finalement, oui et non. Nous, notre petit village de 2500 habitants, qui est le village le plus au nord du monde, il est niché dans une toute petite vallée, une vallée très très étroite. Et cette vallée, malheureusement, elle ne tolère pas la moindre avalanche. Et ce qui s'est passé en 2015, c'était au mois de décembre, c'était un dimanche matin. Tout le monde était en pyjama, en train de prendre son petit-déj en famille, comme tout le monde, quoi. Ça faisait une semaine qu'on avait eu un blizzard absolument dingue. Un blizzard au Svalbard, en fait, ça amène énormément de neige. Et pendant une semaine, jour après jour, les montagnes se chargeaient en neige. Les corniches devenaient de plus en plus prononcées. Et tout d'un coup, le blizzard s'arrête. Dimanche matin, enfin, on a l'impression qu'on va pouvoir respirer. Et ce qui se passe, c'est qu'une demi-heure après, la montagne s'est effondrée sur notre village et une rangée de maisons se sont fait complètement embarquer. Donc les gens, ils étaient chez eux, en pyjama avec leur famille, pris au piège, dans leur chambre à coucher, dans leur cuisine, dans leur salon. Et ça, on est dans une période où il fait nuit 24 heures sur 24 au mois de décembre. Instantanément, toute la ville s'est réveillée à choper des pelles, à choper des pioches pour essayer de sortir un maximum de gens. Vous savez, une avalanche, on peut rester 15 minutes bloqué par la neige. Au bout de 15 minutes, les chances de survie diminuent drastiquement. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que beaucoup de gens ont pu être sortis à temps, sauf 2. Un des profs de l'école et un petit bébé sont restés bloqués trop longtemps. Et finalement, quand vous êtes dans une communauté comme ça, à 1000 km du pôle Nord, je peux vous dire qu'on se sent extrêmement seul. Et qu'on comprend à quel point cette histoire de changement climatique-là, c'est vraiment une histoire de vie ou de mort. Au Svalbard, quand la nature, elle s'énerve, on sait que cette nature, elle peut aplatir tout ce que l'on a construit et tout ce que l'on aime. On sait la puissance de la nature quand elle est déréglée. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait absolument jamais oublier. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'Arctique, pourquoi est-ce que le Svalbard se réchauffe aussi vite ? Je vous ai dit qu'on revenait à cette histoire de banquise, on y revient. Donc la banquise, c'est ce que vous voyez ici, elle gigote tout le temps. La banquise, donc, c'est cette glace, ce couvercle de glace posé sur l'océan glacial arctique. Cette banquise, vous voyez, en hiver, elle s'étend, en été, elle se rétracte. On parle presque du battement de cœur de la banquise. Et cette banquise, en fait, elle est assez géniale. Alors, elle se fait sans arrêt balloter par les vents, par les courants, elle est tout le temps en train de bouger. Mais en fait, elle a un super pouvoir. Et ce super pouvoir, nous, on en a besoin. Notre agriculture en a besoin. En fait, c'est tout simple. Vous le voyez, cette banquise, elle est blanche. Puisqu'elle est blanche, elle renvoie une grande partie du rayonnement solaire en direction de l'espace. Donc, pour simplifier à mort, cette banquise, c'est un peu le meilleur t-shirt blanc de la planète, quoi. Tant qu'on a des surfaces blanches sur Terre, qui recouvrent des surfaces très sombres, ce sont les meilleurs climatiseurs que l'on a chez nous. Aujourd'hui, cette banquise, elle recouvre un océan qui, lui, est très, très foncé. Et lui, son super pouvoir, c'est l'inverse. C'est qu'il est très fort à absorber le rayonnement solaire et à absorber cette chaleur. Et malheureusement, cette banquise, vous le voyez là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'elle est très vulnérable. Plus on brûle de gaz, de pétrole, de charbon, plus cette banquise, on l'atomise. Et aujourd'hui, on sait qu'en 40 ans, on a perdu un peu plus de 40% de la superficie de banquise dans l'Arctique. Aujourd'hui, on perd aussi beaucoup la vieille banquise, qui est la banquise la plus âgée que l'on a. Celle qui est généralement la plus blanche, la plus efficace pour avoir cet effet miroir. Et là, les toutes dernières études scientifiques qui viennent de sortir nous parlent de ces fameux points de bascule du climat et sembleraient nous dire qu'il pourrait être trop tard aujourd'hui pour sauver la banquise pendant les mois d'été en Arctique. Cette banquise, elle est très sensible et si elle disparaît, regardez ce qui se passe. À la place, on a un océan. Cet océan, il va absorber la chaleur du soleil. Et si on enlève ce couvercle blanc, c'est comme si on braquait un sèche-cheveux, finalement, sur l'Arctique. Et on catalyse encore plus la fonte du Groenland, le dégel du permafrost, etc., etc. Alors pourquoi je vous disais que c'était important jusqu'à chez nous, en France, cette banquise ? Alors petit point technique, mais vous verrez, c'est tout simple. Là, je vous parle d'un sujet qui est vraiment un sujet, comment on dit, d'état de l'art. Là, vraiment, tous les scientifiques sont en train de bosser là-dessus.
C'est ce qu'on appelle les téléconnexions entre l'Arctique et chez nous. Ce qui se passe, c'est que tant que l'Arctique il est bien gelé, bien glacé, qu'il fait froid au nord et qu'il fait chaud chez nous, on va avoir des vents. Alors, Nathanaël, je simplifie. On a des vents très puissants qu'on appelle le Polar Jet Stream, les vents polaires jets, qui vont pulser, quoi. Plus il y a des écarts de température, ces vents ils vont tout droit, ils tournent à fond, le froid reste au nord, le chaud reste chez nous, tout le monde est content. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Arctique est une des régions qui se réchauffe le plus vite sur Terre, 3-4 fois plus vite que le reste de la planète. Et lorsque ces écarts de température diminuent, ces vents ils vont perdre en puissance, ils vont commencer à être perturbés, voire à ralentir. Et en ralentissant, ces vents ils vont commencer à faire un petit peu comme des méandres. Ils vont commencer à faire des virages, on appelle ça un wavy jet stream. Et ce qui se passe, c'est que ça perturbe chez nous notre météo aussi. Donc ça veut dire qu'en hiver, on risque d'avoir un peu plus d'épisodes froids, voire d'épisodes extrêmement intenses en précipitation. En été, on peut avoir un petit peu plus l'inverse, c'est-à-dire des vents, des masses d'air chaudes qui vont remonter vers le nord. Et là, on risque d'avoir des périodes de sécheresse, des périodes de canicule, voire des incendies très importants. Visiblement, ça a déjà commencé. Et aujourd'hui, cette situation-là, le problème, c'est que parfois, elle peut se retrouver bloquée dans cette configuration-là pendant des jours et pendant des semaines. Et vous savez, comme dit le très grand Serge Zaka, pour l'agriculture, le mauvais temps, c'est celui qui reste. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de ces événements bloquants qui restent et qui rendent notre production agricole de plus en plus compliquée. Mais surtout, plus on perd la banquise, plus on risque d'avoir ça. Alors, on ne peut pas faire de conférence sans parler d'Evin Delia, évidemment, donc voilà, il fallait que je la mette. Mais aujourd'hui, oui, plus on perd cette banquise, plus on risque d'avoir d'événements météorologiques extrêmes qui sont difficiles à prévoir. Et ces événements, c'est vraiment ce qui brise une économie, c'est vraiment ce qui brise l'agriculture. Donc voilà ce qui se passe dans cette région extraordinaire de l'Arctique. Alors j'ai défendu mon doctorat ensuite dans l'Arctique et 3 jours après ma défense de thèse, je suis téléportée de l'autre côté de la planète pour aller voir, franchement, le Graal des glaciologues, ce qui est l'Antarctique. L'Antarctique, ça fait quand même 25 fois la taille de la France. Et en fait, l'Antarctique, c'est une région qu'on a encore du mal à comprendre. On a des petites stations météo dispatchées par-ci par-là, on a quelques bases, notamment des belles bases françaises, qui prennent des données sur le terrain. Mais on a encore plein de points d'interrogation qu'on a besoin de comprendre dans ce continent. Alors je me suis retrouvée télétransportée dans ce paysage de dingue, dans un petit avion, un petit Twin Otter, qui était piloté en plus par la première femme pilote en Antarctique, et quand même la classe, Vicky. Et Vicky, avec mon équipe, elle nous a embarqués par-dessus les montagnes transantarctiques. Et on s'est retrouvés en fait sur cette grande surface blanche qui est sur la péninsule antarctique. Cette surface blanche, notre futur va être directement connecté à elle aussi. En fait, ce que vous voyez ici, alors en fait c'est tout simple, c'est la glace qui se forme sur le continent, elle continue à s'écouler, vous vous souvenez le tapis roulant, et elle va s'écouler sur l'océan. En fait, là, normalement, s'il n'y a pas de la glace, vous avez de l'océan. Donc cette glace, petit à petit, elle s'écoule, elle se met à flotter, et c'est ce qu'on appelle une barrière de glace. Une barrière de glace, alors ça va vous paraître très bizarre ce que je vais vous dire, mais une barrière de glace, c'est un peu comme le bouchon d'une bouteille de champagne. En fait, tant qu'il y a de la glace dans ces baies naturelles, cette glace, elle va ralentir toute cette glace qui vient du continent. Elle va être un peu comme un dos d'âne, elle va stabiliser toute la glace de l'Antarctique, parce que la glace de l'Antarctique, elle n'a qu'une envie, c'est se jeter dans l'océan le plus vite possible. Mais tant qu'on a de la glace dans ces baies, ça ralentit le mouvement. Donc tant que le bouchon il est sur la bouteille de champagne, tout va bien. Donc avec mon équipe, on s'est retrouvés à passer 6 semaines sur cette barrière de glace, la barrière du Larsen C. Alors c'est des paysages de dingue, On a du mal à s'imaginer que là, on est sur de l'océan en fait. On est sur une barrière qui fait 800 mètres d'épaisseur de glace. Et c'est marrant parce qu'on sentait les marées quand on était sur place. Et donc, on a fait toute une batterie de mesures. Alors là, vous ne reconnaissez peut-être pas, mais ça, c'est mon collègue Adam. Et là, Adam, il nous montre le radar. Le radar, il nous permet de mesurer l'épaisseur de la glace qu'on a sous les pieds. Là, vous avez my tent mate, celle avec qui je partageais ma petite tente, Suzanne, qui nous montre en fait les premiers mètres dans cette barrière de glace. Et en fait, on essayait de comprendre, est-ce que ça fond en fait en Antarctique pendant l'été, pendant l'hiver? Et là, à chaque fois qu'il y a une petite lentille de glace, alors c'est très beau, mais cette petite lentille de glace, elle nous montre à chaque fois qu'il y a eu un événement où il y a eu de la fonte.
Et aujourd'hui, on a posé une station météo là-bas et on sait qu'en hiver, on peut avoir des températures jusqu'à plus 14 degrés sur la barrière du Larsen C. Et ça, c'est complètement anormal. Là, vous reconnaissez peut-être Bryn. Bryn, c'était le chef de notre expédition. Bryn, il fait des trous dans la glace. Alors, il ne fait pas ça pour le plaisir, il fait ça pour poser des instruments et pour descendre des GoPros de temps en temps. Et là, le dernier, c'était Bradley, c'était le guide de notre expédition. Bon, il avait un peu trop d'énergie. Donc, pour le fatiguer, on lui demandait de mettre des coups de masse sur le Larsen C. Et pourquoi des coups de masse? En fait, parce que ça crée des tremblements artificiels. Alors, ça fait 800 mètres d'épaisseur, donc ça ne bouge pas. Mais ça nous permet de créer comme des tremblements artificiels qu'on va suivre la répartition des ondes. Et ça va nous donner une idée de la fragilité ou au contraire de la force, de la résilience de ces barrières de glace. Et en fait, au cours de cette expédition, on s'est rendu compte que ces bouchons, la bouteille de champagne, ils étaient en train de se faire absolument miter par le changement climatique. Et ça, franchement, on ne s'y attendait pas. On regardait nos données scientifiques et on ne comprenait pas en fait ce qu'on avait sous les yeux parce que on s'attend à trouver que de la glace sous nos pieds. On est sur 800 mètres d'épaisseur de glace qui vient du continent. Et finalement, en descendant une GoPro, ça c'est une autre équipe qui a fait ça pas très loin de nous, ils se rendent compte qu'il n'y a pas que de la glace dans ces barrières de glace. Ce que l'on trouve aussi parfois, c'est qu'on a de l'eau au cœur de cette glace. Mais en fait, d'où ça vient? Ce qui se passe, c'est que pendant l'été, parfois, il fait tellement chaud que des lacs se forment à la surface de ces barrières. Et l'eau, vous savez, elle trouve toujours le moyen d'aller un petit peu plus profondément. Et ce qui se passe, c'est que ces lacs vont s'enfoncer petit à petit dans l'épaisseur de la barrière de glace. Donc c'est comme si vous aviez un bloc de béton avec un chamallow au milieu, quoi. Et ces lacs-là, c'est une source de chaleur gigantesque. Ce sont des lacs qui peuvent faire des kilomètres de diamètre, des mètres d'épaisseur. Ils ne vont pas geler parce qu'ils sont beaucoup trop grands. Et donc, c'est comme si, là aussi, on avait un radiateur au cœur de ces barrières de glace. Donc, encore une fois, plus on brûle de gaz, de pétrole, de charbon, plus on a ça, plus ces barrières de glace se réchauffent, plus elles se font miter par cette eau liquide, et plus, finalement, chez nous, on a ça. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute que plus l'Antarctique, plus le Groenland, plus nos glaciers fondent, plus le niveau des mers va changer. Alors, le niveau des océans, il change d'abord parce que plus les océans se réchauffent, plus ils prennent de place. Mais aussi, on remarque évidemment, si on perd une fraction de l'Antarctique, une fraction du Groenland, voilà ce qui se passe. Alors, pour vous donner une petite idée, si l'Antarctique perd complètement sa glace, c'est 58 mètres d'élévation du niveau des mers. 58 mètres. L'autre jour, on m'a demandé s'il n'y avait pas une faute de frappe dans mon bouquin. Il n'y a pas de faute de frappe, je n'ai pas raté une virgule. Aujourd'hui, alors là, je vous montre vraiment le pire scénario, qui est encore pire que ce que dirait le GIEC. Mais on risque vraiment business as usual si on ne fait absolument rien, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais on pourrait avoir 1 mètre d'élévation du niveau des mers d'ici les années 2070. Et quand je suis en France, on me dit toujours de mettre une carte de l'île de Ré, donc voilà ce que ça donne. Ensuite, la montée des eaux, ce n'est pas que le Bangladesh et les Pays-Bas, c'est chez nous aussi. Voilà, c'est des zones qu'on connaît, on sait que la Camargue, c'est à basse altitude, mais voilà ce que ça donne. Le niveau des mers, il ne va pas s'arrêter à 1 mètre, il risque de continuer à augmenter. Voilà ce que ça donne, 2 mètres d'élévation du niveau des mers dans ces régions-là. Alors les glaces de l'Antarctique et du Groenland, oui, elles sont importantes. Mais pour moi, les glaces, je pense, qui me touchent le plus aujourd'hui, ce sont des glaces qu'on trouve dans cette région. Alors vous allez me dire, en zoomant, on ne trouve pas beaucoup de glace. Mais finalement, si. Il y a des petites crottes de glace sur ces montagnes, dans ce beau pays qui est la Colombie. La Colombie, je suis tombée amoureuse de ce pays. Alors je ne pensais pas du tout, un jour dans ma carrière de glaciologue, me retrouver en Colombie. Mais en Colombie, à chaque fois, c'est plus enquête exclusive, la junte, les drogues et tout, c'est pas tant les glaciers. Mais en fait, un jour, sur Instagram, je reçois un message d'une certaine Marcela Fernandez. Et Marcela, elle m'envoie un message en franglais et elle me dit « Heidi, je viens de voir un documentaire de National Geographic dans lequel tu es, qui était sur le Svalbard. » Et elle me dit « En regardant le documentaire, je viens de réaliser que dans mon pays, en fait, visiblement, on a des glaciers. » Et en fait, en Colombie, on parle plus de neiges éternelles, tout le monde sait qu'elles sont là, mais ils ne savent peut-être pas que ce sont de véritables glaciers qu'il y a sur leurs volcans, dans leurs montagnes. Et elle me dit, écoute, en Colombie, on a un glaciologue, il n'y a aucun moyen qui sont donnés vers la recherche scientifique, on a vraiment besoin d'un coup de main. Et moi, quand je reçois un message comme ça, alors je suis bien consciente que je ne vais pas sauver le glaciologue, ni la Colombie, ni les glaciers de Colombie, mais j'ai vraiment envie d'aller voir. Et donc je me retrouve, là aussi, complètement télétransportée dans un autre univers, dans une tente enfumée, entourée de corgis,
à essayer d'obtenir la permission d'aller voir ces glaciers. Et ça, c'était la première fois que ça m'arrivait. Et j'ai trouvé ça tellement fort, parce que ces glaciers qu'on a le long de l'équateur, ces glaciers tropicaux, ce sont des glaciers qui ont une importance culturelle, une importance patrimoniale absolument extraordinaire. Pour ces populations, vous savez, ces glaciers, ce sont le cerveau de la nature. Je crois qu'ils ont tout compris, les Kogis. Et donc, pour aller voir les glaciers, pour aller les étudier, il faut obtenir la permission des communautés autochtones. Donc, après une bonne soirée dans une tente enfumée, avec beaucoup de chants et beaucoup d'échanges extrêmement riches, on a eu la permission de commencer à aller de plus en plus haut dans les montagnes de Colombie. Alors, pour aller voir les glaciers, c'est toute une aventure, c'est toute une expédition. Alors, souvent, en Colombie, on prend d'abord des 4x4 qui vont nous faire gagner de l'altitude. Et les glaciers, ils sont à 5000 mètres d'altitude en Colombie, donc ça pique un peu. Petit à petit, on gagne de l'altitude. Autour de 3000 mètres d'altitude, on a encore une forêt luxuriante. Et là, on commence à voir l'empreinte des glaciers. On voit notamment ces cascades absolument extraordinaires. On continue à grimper les montagnes. Et petit à petit, on se retrouve nez à nez. Alors, avec des écosystèmes, on croirait Avatar, quoi. Quand on voit des écosystèmes comme ça, c'est ce qu'on appelle des paramos. Ce sont des zones humides d'une biodiversité à pleurer, avec des espèces médicinales très importantes pour les communautés autochtones. Et ça, ce sont des puits de carbone, évidemment, comme les forêts qui avaient un peu plus en dessous. Ces écosystèmes-là, on se demande ce qu'ils vont devenir quand il n'y aura plus d'eau qui vienne des glaciers pendant les périodes sèches. Et enfin, après des heures et des heures de marche, là où les 4x4 ne pouvaient plus aller, on se retrouve nez à nez avec ça. Et c'est ça, les glaciers de Colombie, leurs neiges éternelles. Ce sont des tout petits glaciers qui s'accrochent à 5000 mètres d'altitude. Là, le glacier que vous voyez, c'est le glacier le plus étudié des tropiques. Il s'appelle le glacier Conejeras. Et c'est un glacier, en fait, qui a pu être étudié grâce au seul glaciologue de Colombie, Jorge Luis Ceballos. Jorge, quand il avait 20 ans, il a appris la glaciologie vraiment par lui-même et il a décidé de mettre en place un programme de mesure sur ce glacier. Alors avec des petits bouts de ficelle, mais il est arrivé à étudier ce glacier. Donc grâce à Jorge, qui est maintenant à quelques mois de la retraite, on a plus de 40 ans d'années d'études donc de ce glacier avec des données prises tous les mois. Vous vous rendez compte ? Il a la caisse, Jorge, ça je peux vous le dire. Mais ce qui se passe, c'est que ce glacier, et pour moi ce glacier, j'en suis vraiment tombée amoureuse en le voyant, ce glacier, il nous a dit quelque chose il y a quelques mois qui était vraiment très fort. Alors les glaciologues m'ont envoyé cette vidéo du mois d'août l'année dernière. Donc le glacier était là, il venait de recevoir pas mal de neige, c'était très chouette. Et ensuite, ils y retournent au mois de septembre pour faire encore les mesures chaque mois du glacier. Et finalement, le glacier n'était plus là. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui dans ces régions tropicales. C'est que ces glaciers, ils sont en train de disparaître les uns après les autres. Et en fait, quand je vois ces glaciers qui disparaissent, je vois aussi la vie de Jorge. Là, vous voyez ses petites mains. Je vois aussi la future carrière de Gina, qui va prendre le relais de Jorge Luis Ceballos. Je vois des histoires humaines, qui s'effondrent lorsque ces glaciers disparaissent. Voilà ce qui restait du glacier. Alors moi, quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai fait qu'une décision. Je suis allée voir au mois de novembre. Et ce glacier, il en restait encore un tout petit bout, finalement, en haut de la montagne. C'est comme si son cœur, petit à petit, était en train de partir. Et là, vous voyez Jorge, le glaciologue, avec la dernière mesure de l'histoire de ce glacier. Et ça, c'est des histoires, moi, qui me touchent profondément, Ça m'effondre de voir ce qui est en train de se passer, en fait, en Colombie. Mais c'est pour ça aussi qu'on se bat. C'est pour des histoires de vie. C'est pour des Jorge, c'est pour des Gina, c'est pour des papillacs aujourd'hui qu'il ne faut rien lâcher. Et en fait, en Colombie, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en Colombie, malgré le fait que leurs glaciers soient en train de disparaître les uns après les autres, en Colombie, ils ne lâchent rien. Et je vais vous parler, moi, de ce qui me donne la niaque de me lever tous les matins, parce que c'est vraiment des personnes comme eux. Là, ce que vous voyez, c'est toute la clique d'une association qui s'appelle Cumbres Blancas. Alors là, je suis là avec ma petite équipe. Mais la fameuse Marcela, elle est là. Marcela, elle n'est pas scientifique. Marcela, elle ne connaissait pas les glaciers avant. Mais Marcela, elle a eu l'ouverture d'esprit d'essayer à son niveau, avec ses moyens, à son échelle, de rassembler
et d'essayer ensemble de déplacer des montagnes. Donc elle a rassemblé des influenceurs, des chefs d'entreprise, des artistes et bien sûr notre fameux Jorge, le glaciologue, pour essayer de sauver ces glaciers. Et ils ont découvert quelque chose qui marche très bien en Colombie, qui va sûrement donner un petit peu plus de temps à ces glaciers. C'est qu'en fait, finalement, en Colombie, ce qui accélère la disparition de ces glaciers, c'est que tous les paramos sont en train de se faire déforester. Et bien, Cumbres Blancas, ce qu'ils essayent de faire, alors avec de la low-tech, si j'ose dire, c'est de replanter ces paramos pour réhumidifier ces montagnes. Comme on l'a entendu tout à l'heure, les arbres, c'est ce qui est le plus important. Et bien, en Colombie aussi, le fait d'avoir des écosystèmes en bonne santé, c'est aussi bon pour les glaciers. Alors, pour boucler la boucle, je voulais vous raconter une dernière histoire de vie, parce que c'est la mienne, en quelque sorte. Je vous ai dit que toute ma vie est inscrite dans ces glaces, et c'est véritablement le cas. Moi, je suis née à 2 pas, vous l'avez vu, de ces beaux glaciers du massif du Mont-Blanc. Et en fait, quand je vois ces glaciers, je ne peux pas imaginer notre pays sans ces neiges éternelles, sans ces paysages. Il y a quelques années, ma mère, pendant le Covid, m'a sorti cette image. Et cette dame élégante que vous voyez ici, c'est mon arrière-grand-mère. En 1916, sur la mer de glace. À l'époque, mon arrière-grand-mère, elle a grandi dans le même village que j'ai grandi, le petit village de Gruffy que vous avez vu tout au début. Sauf qu'elle, elle avait une audace folle. C'est qu'à l'époque, elle avait décidé de prendre quelques jours pour aller voir les glaciers, vous vous rendez compte, les glacières de Chamonix. Et à l'époque, le petit train du Montanvert venait d'ouvrir. J'espère que vous êtes allés voir. Si vous n'y êtes pas allés, je vous le recommande. Elle avait pris ce tout petit train rouge pour aller jusqu'à la gare du Montanvert. Sauf qu'elle, à l'époque, elle a fait quelques pas et elle se retrouvait à la surface du glacier. Moi, il y a quelques mois, j'ai emmené des étudiants encore pour aller voir la mer de glace. J'ai repris le petit train du Montanvert, sauf que je ne pouvais pas faire comme elle. J'ai dû prendre des télécabines qui nous faisaient perdre à peu près 200 mètres d'altitude et ensuite j'ai descendu 520 marches d'escalier pour aller jusqu'à la surface du glacier. Et aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous transmettre. C'est que si on perd ces glaciers, finalement, on perd une partie de nous, quoi. On perd une partie de notre identité. On perd une partie de ce qui nous rend fiers. Donc écoutez, moi, si je me lève tous les matins avec cette rage au ventre, c'est parce que je veux faire en sorte que nos enfants, leurs enfants et leurs enfants encore, puissent eux aussi continuer à s'émerveiller de ces paysages-là, parce qu'ils sont encore là et il faut qu'on ne lâche absolument rien pour préserver ces glaciers, préserver notre présent et notre futur. Je vous remercie.